Après les problèmes de la translation d'adresse par port et du protocole FTP, on s'intéresse aux problèmes liés à la translation d'adresse par port, toujours, hein, mais dans le cadre de protocoles liés à la téléphonie sur IP. Donc on va d'abord présenter une architecture classique de téléphonie sur IP, et puis après on s'intéressera un petit peu dans le détail à ces problèmes. Dans une dernière vidéo, on présentera quelques solutions permettant de résoudre tous ces problèmes liés à la translation d'adresse. Ok, donc la voix sur IP et la translation d'adresse par port. Je vais présenter une architecture de VoIP classique. On peut dire, enfin, je prends un exemple en tout cas. Donc on a, mettons, trois entités, R1, R2, R3. Ici on a le réseau internet. On a, mettons, entreprise 1 qui a comme numéro de téléphone 048201XY et qui a un IPBX1 qui est hébergé en interne. Les téléphones T1 et les téléphones T2 sont associés à l'IPBX1. Imaginons une autre entreprise, entreprise 2, qui a notre numéro de téléphone et qui a deux téléphones, T3 et T4, et qui fonctionne un petit peu avec un principe différent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas son IPBX en interne, mais son IPBX est hébergé par une autre entreprise, entreprise 3. Donc ici, qui héberge IPBX2. On a un type de fonctionnement qu'on appelle ici le Centrex IP. Donc comment ça fonctionne de manière générale, la téléphonie sur IP. Donc les téléphones doivent s'enregistrer auprès d'un IPBX, auprès de l'IPBX auquel ils appartiennent, entre guillemets, afin que ce dernier ait pour chaque téléphone les informations suivantes: le numéro de téléphone, l'adresse IP de l'appareil et le nom de l'utilisateur. Si je prends un exemple simple, lorsque l'utilisateur se log sur le téléphone T1, le téléphone T1 va envoyer un message à IPBX1 qui va contenir, ben voilà, mon numéro de téléphone c'est 100, mon adresse IP c'est l'adresse IP de T1 et c'est l'utilisateur user1 qui est logué. Pareil, lorsque T2 se log sur IPBX1, entre guillemets, s'identifie sur IPBX1, on a cette information qui est envoyée à IPBX1. Ça, c'est le fonctionnement classique de la téléphonie sur IP. Ici, on n'a pas présenté de problème de translation d'adresse par port. Et donc, on va s'intéresser dans les diapositives suivantes au problème donc, de la translation d'adresse par port et de ces différents mécanismes que je viens de présenter. Donc, on va s'intéresser à cette partie-là du schéma, donc T3, T4 et IPBX2. Et donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'enregistrement de T3 et T4 sur IPBX2. Donc, lorsque T3 et T4 s'enregistrent auprès de IPBX2, on a ici un routeur qui fait de la translation d'adresse par port. T3 va émettre un message, un paquet IP, qui est représenté ici. Donc, on a le début de l'entête IP avec IP version 4. On a l'adresse IP de T3, mettons ici l'adresse IP privée de T3. On a l'adresse IP de IPBX2, l'adresse IP de destination. Et puis après, on a notre message d'enregistrement. Donc on a peut-être un en-tête UDP ou un en-tête TCP qui n'est pas représenté, mais entre autres, on va avoir le numéro de téléphone de l'utilisateur sans l'adresse IP de T3 du téléphone et le login de l'utilisateur. Donc ce paquet va partir de T3, il va arriver en R2. R2 va modifier l'adresse IP privée et va remplacer l'adresse IP privée par son adresse IP publique. Le paquet va être acheminé jusqu'à R3 et l'IPBX va enregistrer cette information dans sa base de données de connaissance des téléphones. Problème ici, IPBX2, lorsqu'il a reçu le message de T3, il a enregistré dans sa base l'adresse IP privée du téléphone 3. Donc il a une information, le numéro 100, mettons adresse IP privée 10.00x et user1 22. Lorsque un utilisateur va vouloir joindre le téléphone T3, IPBX2 va renvoyer le message à une adresse IP privée. Or, il aurait fallu que IPBX2 ne reçoive pas un message avec l'adresse IP privée de T3, mais avec l'adresse IP publique de R2. Deux possibilités. Il faut donc soit que R2 remplace l'adresse IP privée dans le message, dans la couche application, dans le message d'enregistrement. Donc R2 remplace bien
l'adresse IP du téléphone T3 dans l'entête IP, mais il ne le remplace pas dans la couche, dans la partie application. En théorie, ce n'est pas son rôle. Pour que R2 puisse remplacer cette adresse IP, il faut développer, comme dans le cas précédent, une ALG, une Application Level Gateway, liée à ce protocole, ici dans le cadre de SIP. Ou autre possibilité, il faut que T3 soit capable de déterminer qu'il est derrière un routeur qui fait de la translation d'adresse par port, et qu'il soit capable de déterminer l'adresse IP publique de R2. Et donc dans ce cadre-là, lors de son enregistrement, à la place de son adresse IP privée, il devrait directement mettre l'adresse IP publique de R2. Donc on peut continuer et on va voir un autre problème, toujours dans le même cadre d'application, donc dans le cadre de la voix sur IP. Donc on va imaginer que tout s'est bien passé, que l'enregistrement de T3 s'est bien fait, que dans IPBX2, on ait véritablement l'adresse IP publique liée à T3. Donc problème supplémentaire lors d'un appel. Imaginons je suis un utilisateur sur T1, je compose un numéro de téléphone 04 75 01 100, donc un numéro de téléphone par exemple ici de T3. Donc T3 qui s'est enregistré auprès d'IPBX2. Grâce à son plan de numérotation, IPBX1 sait que pour aller à 04 75 01, on va dire ça se passe sans aucune difficulté, il doit contacter IPBX2. Donc IPBX1 contacte IPBX2. IPBX2 va essayer de faire sonner T3. Il va pour cela envoyer un message SIP, c'est une application de voix sur IP, à destination de l'adresse IP publique de R2. Pourquoi? Parce que le téléphone s'est correctement enregistré et qu'on sait que 100, ça correspond à l'adresse IP publique de R2. Problème, toujours le même problème, il faut ici qu'il existe une entrée dans la table de translation pour que R2 redirige la trame vers T3. Imaginons que cette entrée existe, ce qui n'est pas forcément évident. Pourquoi elle pourrait exister? On l'a dit tout à l'heure, T3 il s'est enregistré auprès d'IPBX2. Donc ça a ouvert quelque chose dans la table de translation d'adresse. Donc en principe, on pourrait se dire que IPBX2 sait maintenant joindre T3. Attention, quand on crée une entrée dans la table de translation d'adresse, au bout d'un certain temps, elle expire. Et donc il faut un mécanisme pour que T3 et IPBX2 communiquent périodiquement pour maintenir active cette entrée dans la table de translation d'adresse. Donc ok, on pourrait dire que ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire quoi fonctionner? C'est-à-dire que IPBX2 arrive à envoyer le message à T3. Quel message? Le message comme quoi il y a une communication qui arrive et donc il envoie un message de type ringing qui fait sonner le téléphone 3. Par contre, dès que l'utilisateur va décrocher, il va y avoir un autre flux de communication qui va s'établir entre T2 et T3. Un flux qu'on appelle un flux voix, un flux qui est transporté sur un protocole qu'on appelle RTP, qui est de l'UDP entre autres. Et donc, toujours pareil, on va toujours avoir un problème pour transmettre ce flux de T2 vers T3. Imaginons que le flux passe de T2 à IPBX1 à IPBX2. Il faut qu'IPBX2 puisse retransmettre le flux à T3, R2, n'ayant pas de données dans sa table de translation d'adresse, n'ayant pas d'informations dans sa table de translation d'adresse, ne pourra pas retransmettre le flux voix à T3.